et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Mandia INSEE. Mais nous sommes à l'orée d'une semaine consacrée à la Corse mystérieuse. À chaque jour, son mystère. On fait ça juste avant les vacances de la Toussaint. Et donc, pour commencer cette semaine, j'accueille ma partenaire du jour, Célia Petroni. Indianette, comment ça va, Célia? Très bien, merci. Pourquoi cette musique d'Indiana Jones? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de trésors. Ah oui, eh oui, les mystères et les trésors, ça va souvent de pair. Alors, on va commencer par un chiffre. Le chiffre, c'est 70 000. Il y a 70 000 Français qui, chaque année, parcourent l'Hexagone à la recherche de trésors enfouis. 70 000 70 000, c'est énorme. Et en fait, la France, elle occupe la première place de la chasse mondiale aux trésors. Alors pourquoi, me direz-vous? Oui. Eh bien parce que la France a un passé tumultueux. Tout au long de son histoire, en fait, il y a eu des invasions, des révolutions et des guerres civiles. Alors forcément, les trésors étaient enfouis ou dissimulés. Et puis la Corse, forcément, avec son emplacement stratégique au cœur de la Méditerranée, si je puis me permettre, c'est le joyau pour les chasseurs de trésors. Alors qu'est-ce qu'un trésor, hein, Luc? Après tout, oui. Alors un trésor, c'est un ensemble d'objets, de valeurs qui sont accumulés, qui ont été généralement dissimulés ou en tout cas enfouis. En archéologie, il y a une petite nuance. En fait, ce qu'on appelle un trésor, c'est quand on fait la découverte d'au moins une, voire deux pièces d'or en l'occurrence. Et en fait, quand elles sont deux, on appelle ça un ensemble, on appelle ça effectivement un trésor. Et quand il n'y en a qu'une, on appelle ça une monnaie isolée. Donc ça, c'était pour la petite info. Et les trésors aussi, ce sont des objets qui sont conservés dans des lieux culturels comme des églises notamment. Alors, ces trésors, évidemment, il y a ceux qu'on imagine, on va piocher, il va tomber des pièces, c'est un maçon qui restaure. On a des exemples, qui restaure une ferme, ou alors des enfants qui vont jouer dans des ruines et qui vont trouver effectivement un trésor. Mais je vous le disais tout à l'heure, généralement, quand on parle de trésors, il y a souvent une légende, parce que les trésors, les découvertes fortuites, il n'y a pas que ça. Et alors, une légende concernant un village de Corse, c'est le village d'Auch, qui est un village fantôme en Balagne. Et il y aurait un trésor qui n'a jamais été retrouvé. Alors en tout cas, je ne sais pas si ce trésor existe, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la vue y est très très belle. Et vous êtes allé le chercher, le trésor. Oui. Vous l'avez trouvé ou pas? Réponse en 2 minutes, regardez. Moi, j'ai rien trouvé. Vous dites la réponse. Nous ne sommes pas sur les remparts de Carthage. Pourtant, nous surplombons bien la Méditerranée. Nous sommes à Auch, village fantôme. Sa création remonterait au IXe siècle, à l'époque des invasions sarrasines. Là, on arrive à Auch, qui est quand même perché à 377 mètres d'altitude. Pourquoi avoir été se percher ici? Alors, les populations, évidemment, viennent se réfugier sur les hauteurs pour des raisons évidentes de sécurité. Surtout, il faut imaginer que pirates et autres brigands qui passaient dans le coin ne cherchaient pas des trésors, comme on pourrait les chercher aujourd'hui peut-être à Auch, mais surtout rafler les populations pour les vendre sur les marchés aux esclaves. Une amorce de déclin au village qui se poursuit au XVIIIe et qui s'accentue considérablement pour en arriver finalement à la dissolution de la commune en quelque sorte au XIXe siècle. Il y a le développement à proximité d'autres villages qui sont fondés sur d'autres types, comme Lumio par exemple, qui est un village qui se trouve beaucoup plus bas, à proximité de la mer, avec beaucoup plus de facilité. Je parle notamment des transports évidemment, la construction des routes qui va permettre de cheminer de l'un à l'autre avec beaucoup d'aisance. Qui a fondé ce village ? Alors la fondation du village, traditionnellement, elle est donnée à une famille, une dynastie même, qui va s'étendre pendant près de 1000 ans, visiblement, la famille Giudicelli. Moi, je vais vous présenter le descendant du dernier habitant du village. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Olivier. Enchanté. Très heureux. Alors vous êtes le descendant, enfin un des descendants du dernier habitant d'Auch. Fra Felice. Alors il habitait où? Eh bien, il habitait ici, cette maison qui est là. On va y aller si vous voulez. Oui, volontiers. Allez, venez là. Ça, c'est la maison de Fra Felice. Voilà les contours. Ici devant. Et avec la vue sur la mer. Fra Felice, c'était un ermite et est-ce que c'était un moine?
Ou est-ce que c'est une légende, ça aussi? Une des nombreuses légendes d'Auch. Tout partout c'est écrit, Fravlige, mais vous dire que c'était un moine, moi je sais pas, je crois pas. Il a passé sa vie Il a passé sa vie ici, entre autres, parce qu'il est allé ailleurs. Hein. Il est allé sur le continent, il est allé en Italie, il a voyagé beaucoup. Mais il a quitté en 1917 cette maison pour le mieux. Il faut savoir qu'il est mort le 22 novembre 1918, avec une précision 3 h du matin. Il a été enterré, à mon avis, je ne sais pas exactement, parce que, vous savez, les tombes ne duraient qu'une trentaine d'années, et après on recreusait, et la croix en bois, 30 ans, elle disparaît, et il était enterré à Lugno. Est-ce que Fra Felice avait un trésor? Il avait un trésor, je pense que le seul trésor qu'il avait, c'était le passe-partout scellé en lettres d'or de Napoléon III, qui lui permettait de vagabonder comme il l'a toujours fait pendant une grosse période de sa vie, jusqu'au jour où on lui a volé. Il n'avait aucun trésor, et les dernières années de sa vie, il les a passées à Oggi, où il se nourrissait et il habitait avec le berger, le dernier berger, la famille de bergers, qui s'appelait Pinelli. Fravlige, c'est beaucoup de peut-être. Eh bien, que de mystère. Hein, la vie était belle. Hein, la vie était belle. La vie était belle. Beaucoup de peut-être dans votre sujet, effectivement. Et pour répondre à tous ces peut-être, on va accueillir un historien. Tout de suite, je m'avance. Olivier, bonjour. Olivier Giancoani, prenez place. Merci. Enfant du soleil, ça c'est la chanson des mystérieuses cités d'or. Oh là là. Ça vous dit quelque chose, non, Olivier? Ah oui, oui. J'étais bercé par ce dessin animé. Est-ce que c'est ce qui a provoqué votre vocation d'historien? Ah, probablement, hein, malgré tout. Non, ça semble, oui, ça peut sembler un peu farfelu comme ça, un peu original, mais ça a dû jouer probablement en ce sens, hein, avec évidemment d'autres. Oui, pas que ça, pas que dessin animé. D'autres rencontres, d'autres documents, mais en tout cas, c'était un dessin animé qui était intéressant. En cela, qui donnait le goût de l'aventure, de la recherche, de l'histoire. Parce qu'il faut se souvenir qu'il y avait toujours un documentaire. Exactement après, oui, hein? Oui, exact. On s'en souvient tous, hein, on a tous été bercés par ça. Même vous qui êtes un peu plus jeune que nous aussi. Oui, même moi, il y avait des rediffusions. D'accord. Beaucoup de peut-être dans ce qu'on voit là. Vous êtes originaire du coin, hein, vous êtes de la Balagne. Oggi, c'est à côté du village de Lugno, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, c'est à quelques encablures. Il parle, là dans le reportage, d'un passe-partout qu'aurait eu ce dernier habitant de Oggi. C'est quoi ce passe-partout signé Napoléon III? Alors, on est dans le domaine de l'hypothétique. Hein. Oui. On n'est pas tout à fait sûr déjà qu'il ait existé véritablement. Et s'il y avait un trésor à Oggi, on peut penser que ce serait celui-ci. Alors, je vais vous dire, malheureusement, on va démystifier un peu les choses. Il a existé une sorte de passe-partout, c'était en quelque sorte une sorte de permis d'autorisation ou de privilège qui permettait, en l'occurrence à Sovra Felice, d'être reçu dans les administrations de l'Empire avec le gîte et le couvert, on pourrait dire en quelque sorte. C'est ça le trésor. Oui, alors s'il s'agissait d'un passe-partout, ce serait ça. Hein, il n'y a pas plus de... Il n'y a pas plus de précision. Non, de précision autour de cela. Donc, pour le coup, la date de péremption fait qu'aujourd'hui, on n'en aurait plus tellement l'usage. Olivier, je disais, vous êtes du coin et avec Célia, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de légendes de trésors là, justement, autour de Lugno. Il y en a une autre, hein, avec un certain Colonna, je crois, non? Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, l'abbé Colonna de Lecca, en effet, du côté de Lugno, donc toujours sur le territoire, hein, je dirais, de Oggi, c'est un personnage intéressant qui a vécu au XVIIIe siècle, qui est un abbé issu d'une très grande famille, hein, la famille Colonna de Lecca de Lugno, donc une grosse propriété et famille d'érudits avec une fortune assez conséquente. Et un abbé donc, qui se distinguait surtout pour son goût des lettres, son érudition, l'engagement qu'il avait auprès de l'Église. Et à côté de cela, de façon un peu plus originale finalement, un goût pour l'histoire et même peut-être pour l'archéologie, en tout cas qui en était à ses prémices au XIXe siècle. Hein. Et un personnage donc, qui a commencé au cours de sa carrière de façon tout à fait amateur, et finalement
peut-être pas dans le secret, mais discrètement, à entreprendre des recherches sur un site voisin, que je connais bien en l'occurrence, puisqu'il est installé aujourd'hui sur le territoire de la commune où je vis, et qui s'appelle Corduela. Alors Corduela, pour situer, c'est sur les hauteurs de Calvi, c'est non loin du village de Montemaggiore, commune de Montegrosso. Donc il y a une sorte de pain de sucre, en quelque sorte, une colline, comme ça, qui, autour du 8e siècle, était flanquée sur environ 13-15 hectares d'un site fortifié, mauresque, en l'occurrence. Et lui, il est allé fouiller là-bas, lui, voilà. en fait. Hein? Donc on pense en effet qu'il a commencé à entreprendre des fouilles sur ce site qui est aujourd'hui un site archéologique connu, je dirais, hein, avec des présences humaines bien plus anciennes que... En fait, c'était une base avancée des Maures, hein, avant de venir faire des razzias, parce qu'on sait qu'ils venaient faire des razzias souvent en Balagne. Ils s'installaient là, puis ils partaient, et ils revenaient, ils prenaient toutes les femmes. Voilà, hein? Donc on pense, entre autres, mais on pense en effet que c'était un avant-poste, donc je disais une quinzaine d'hectares à peu près bâtis, 3 positions fortifiées et les ruines, en tout cas les vestiges aujourd'hui d'un fortin qui faisait 10 mètres par 20, donc il atteste en effet une présence effective. Donc cet abbé, alors il Au va, 19e siècle, il commence à chercher. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il commence à chercher, d'après presque la légende, hein, parce que là il faut savoir qu'on navigue entre légendes et vérités. Et il aurait trouvé quelque chose. Alors quoi, je ne pourrais pas vous le dire, mais cet abbé bien qu'issu d'une famille relativement riche, je dirais, ne disposait pas d'une fortune personnelle importante, commence à changer de train de vie. Alors, bon, c'est un personnage assez austère, donc il ne va pas lever un palais, il avait déjà d'ailleurs des propriétés familiales qui étaient suffisamment confortables, mais il commence à acheter des terres. Et à proximité de la maison familiale, notamment, fait lever une sorte d'institut. Donc c'est une grosse bâtisse en pierre. On voit qui existe encore, là, on la voit. Exactement, qui est tout à fait remarquable. Du jour au lendemain, cette bâtisse qui sort, et qu'est-ce qu'il fait dans cette bâtisse? Alors il a fait lever, c'est un bâtiment assez austère, hein, rectangulaire, aujourd'hui qui est flanqué d'ailleurs d'une couronne d'arcades en pierre, et qui va devenir un institut pour recevoir les indigents, et également les enfants à scolariser, je dirais, donc avec en l'occurrence des cours qui vont être donnés essentiellement par les moines du coin. Et donc non seulement il va faire construire la bâtisse, mais il va également mettre une somme assez conséquente à sa disposition, de manière à pouvoir permettre, même après sa mort, d'entretenir les lieux et de les faire fonctionner. Donc c'était quand même assez conséquent et tout le monde est surpris évidemment par la faculté de financement soudaine de cet abbé Colonna de Leca. Il va mourir et on ne saura jamais d'où est venue finalement cette manne providentielle. Voilà, alors il meurt, je dirais à peu près la période d'invasion française, donc autour de 1769 par là. Et l'institution continue à fonctionner, en effet, sans que l'on sache quelles sont les origines des fonds. Alors on prétend en effet qu'il s'agirait là d'un trésor ou d'une partie d'un trésor qui aurait été découvert et qui aurait appartenu en fait au dernier roi maure qui avait des ambitions donc, sur la Corse et qui aurait fui finalement à la fin du Xe siècle, grosso modo, la cité de Cordoue, ravagée par les chevaliers chrétiens. À la hâte, donc pour regagner soit les Baléares, soit l'Afrique du Nord. Ça, c'est un abbé, Célia. Il y a un autre abbé aussi, mais c'est sur le continent aussi, qui, pareil, a fait une découverte. J'ai l'impression que quand on est abbé, c'est l'abbé Saunière, j'ai entendu dire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, déjà, c'est intéressant parce qu'on est toujours au 19e siècle. Donc, avec l'abbé Saunière, on avance un tout petit peu dans le temps. Donc, ça va être plutôt à l'époque de la Troisième République, et puis même un petit peu plus tard, puisque c'est un garçon qui est né dans le sud-ouest de la France, qui naît d'une famille plutôt modeste également, qui rentre dans les ordres et qui assez rapidement va être nommé donc curé d'une petite bourgade qui s'appelle Rennes-le-Château. Et ce garçon naît en 1852, à l'époque de l'Empire de Napoléon III, et va s'éteindre donc en 1917. Donc finalement au début du XXe siècle. Et lui alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Alors ce garçon, comme je le disais, est assez modeste, etc. Il s'occupe d'une petite paroisse et un jour il y a des travaux qui sont effectués dans l'église paroissiale, des tout petits travaux qui sont conduits par la municipalité d'ailleurs, relativement modestes. Et les ouvriers justement découvrent dans une cache 3 parchemins. Alors l'abbé Saunière intervient assez rapidement, se rendant compte de la valeur probable de ceux-ci, il s'agirait des parchemins moyenâgeux,
Et donc il entreprend un voyage à Paris à ce moment-là pour essayer de faire expertiser un petit peu ces documents, les revendre de manière à financer les travaux qui avaient été avancés par la municipalité. Donc il n'y a pas d'ambition au départ autour de cela. Mais il en fait des copies. Il en fait des copies et assez rapidement, ces mêmes copies vont lui permettre, je dirais, d'entreprendre des recherches un peu mystérieuses. Alors on le voit dans le cimetière du coin qui commence à gratter quelques tombes de notables ou d'aristocrates défunts, ce qui agace d'ailleurs le maire de la commune qui va un petit peu le sermonner. C'est un abbé qui va profaner les tombes. Oui, c'est tout à fait singulier ce qui se passe là. Alors il faut dire qu'il est aidé en cela par une servante qui va devenir sa compagne off, on va dire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et 10 ans plus tard, à peu près, parce que ça s'étend, cette affaire-là, donc beaucoup d'interrogations dans la communauté, une dizaine d'années plus tard, subitement, il change de train de vie. C'est-à-dire que l'abbé continue à vivre au presbytère, mais commence à recevoir beaucoup des personnalités qui viennent des quatre coins de la France et qu'il va recevoir notamment dans une villa, la villa Béthanie en l'occurrence, qui est une très jolie propriété, très confortable, bien au-dessus d'ailleurs en termes de standing. On sa villa, on va la voir d'ailleurs sa villa. Voilà. On a et puis il ne va pas se contenter de la villa qu'on va voir, là. Il va faire aussi construire quelque chose d'autre. Voilà, alors lui il n'y vivra pas dans cette villa, mais il va recevoir beaucoup. Voit, là, Olivier, justement. Alors ça c'est une tour, dans un style assez singulier, c'est ce qu'on appelle un peu les fantaisies du 19e siècle, presque néo-gothique comme ça, qui va s'installer sur les hauteurs justement de Rennes-le-Château, sur une colline, et qui va recevoir la bibliothèque et le bureau donc du fameux abbé. Alors évidemment, ce style architectural, ce standing, ces fréquentations suscitent beaucoup d'interrogations. C'est un lieu de pèlerinage d'ailleurs aujourd'hui, Rennes-le-Château. Alors que paradoxalement, l'histoire que vous venez de nous raconter sur Loum, mais voilà, par contre, on la connaît pas trop. Non. Alors, sur la commune elle-même, oui. Les gens connaissent cette histoire, ça c'est entendu. En revanche, en effet, ça n'a pas suscité de passion, je dirais. Contrairement à Rennes-le-Château. Contrairement à Rennes-le-Château, il y a, je dirais, des dizaines de sites internet notamment qui sont consacrés à l'affaire, des forums avec beaucoup de passionnés. Les fameux détectoristes, le terme semble un peu barbare, c'est ceux qui se promènent avec ces détecteurs de métaux, les poils à frire, comme on dit vulgairement. Et qui vont toujours chercher. Bon, on va parler des détectoristes, parce que vous avez compris que nous sommes une émission éminemment pratique, et on va voir que c'est permis ou pas, on va l'accueillir tout à l'heure. Notre référent juridique, mais avant cela, il y a un trésor aussi dont on a parlé, de ce trésor de lave, Célia, quand même. Oui, effectivement. En quelques mots, parce qu'on le connaît tous. Oui, c'était un ensemble de pièces qui avait été retrouvées dans les années 1985 par 3 plongeurs qui étaient partis à la pêche aux oursins. Mais ce ne sont pas des oursins qu'ils ont trouvés, effectivement. C'était des pièces qui étaient collées sur les rochers. Alors, ils essayent de les décoller comme ils peuvent, mais ils n'y arrivent pas. Et puis, ils vont revenir régulièrement pendant 1 an. Et au final, il y avait à peu près entre 400 et 600 pièces. On ne sait pas exactement. Évidemment, ils ne les ont pas gardés en souvenir, ils les ont revendus sur un catalogue numismatique. Et le problème, c'est que l'État s'en est aperçu. Et ils ont été condamnés pour recel, pour pillage d'épaves et pour vol. Parce qu'effectivement, on ne peut pas prendre un trésor comme ça. On n'a pas le droit. Il y avait certaines pièces qui coûtaient 250 000 francs. Mais justement, on va voir si on peut ou si on ne peut pas. Si dans l'eau, on peut, sur la terre, on ne peut pas. On va voir avec notre astuce du jour qui arrive tout de suite. Et oui, Pierre, parce que vous êtes notre astuce, vous êtes rentré trop tôt. Merci Célia, merci. C'est mon conseil. Asseyez-vous, Pierre. Notre astuce, comment allez-vous? Alors Pierre, une question toute simple. Déjà, est-ce qu'on peut chercher des pays dans tous les pays du monde, paraît-il, mais il faut obtenir un droit, c'est cela? On peut chercher des trésors, des pays, qu'est-ce que je dis? Les trésors. Alors, il y a deux choses, il y a le trésor et il y a les sites archéologiques. Ce sont peut-être deux choses différentes. Tous les trésors n'ont pas une valeur archéologique. Ce qui différencie ça, c'est l'intérêt pour l'existence patrimonial, artistique, pour l'existence de l'humanité. Alors, vous l'avez bien compris, ça c'est un intérêt supérieur qui nécessite, bien évidemment, des autorisations préalables. Je parle du droit français essentiellement, du droit national. Des autorisations préalables et ensuite un encadrement très particulier et notamment l'œil des services spécialisés des administrations d'État en matière d'archéologie. Alors là où vous vouliez en venir, c'est justement que dans certains pays, on accorde effectivement le droit de chercher des trésors, mais qu'on décerne des licences, qu'elles sont limitées dans le temps, et puis en plus elles sont payantes. Mais que quoi qu'il en soit, là où les États s'accordent, c'est qu'ils s'assurent une quote-part sur le trésor au cas où il serait trouvé, puisque effectivement c'est le premier propriétaire, généralement à hauteur de 50%, c'est l'État.
Parce qu'il est interdit de creuser dans ces zones archéologiques, parce qu'on peut provoquer des catastrophes. Pour l'histoire. On nous l'explique tout de suite en image. Les réponses de l'histoire, ça se mérite. Jean, bonjour. Bonjour. Vous m'attendiez en observant la vallée du Ridgin. Là, nous avons une vue qui est quand même assez spectaculaire. Alors, c'est une vallée qui est très largement ouverte sur la mer et qui a des voies de communication avec l'intérieur. Nous avons des granites ici qui vont servir pour faire des tas d'outils, meules, habitats, enfin beaucoup d'outils qui étaient recherchés par les préhistoriques. Et puis, nous avons aussi une partie avec des schistes qui leur servaient pour polir les outils et voilà. C'est bien connu, l'homme corse est un manuel depuis le néolithique. Info qu'on va quand même vérifier auprès du grand maître. Ça fait 48 ans que le professeur Michel-Claude Weiss essaye de faire parler les pierres. On peut voir de façon assez nette les deux protubérances qui sont caractéristiques donc, de l'âge du bronze. C'est quelque chose qui est bien connu, c'est-à-dire c'est une anse coudée. Ça allait sur quoi? Alors ça allait sur une poterie, il faut imaginer un vase assez large. Ouais. A priori, ça ressemblerait plutôt à une marmite, parce qu'on voit bien que c'est un objet d'un grand diamètre. Comment vous faites pour dater cet objet par rapport au site où on se trouve? On date par comparaison. Ce n'est pas l'objet que l'on date directement, ce n'est pas à partir de l'objet. On date, si vous voulez, les objets qui se trouvent dans une couche archéologique, un sol archéologique. Et ce sont des objets qui révèlent des liens importants, forts. De quel type? C'est ce que la recherche doit déterminer. Ah, les hommes, dès qu'il s'agit de manger. J'en connais par cœur sa anse de marmite, mais avec ces deux petites pierres, c'est une autre histoire. Je pense qu'on a parmi les différents objets sur lesquels vous avez travaillé, il y a les tabolettes enigmatiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme leur nom l'indique, ce sont des objets énigmatiques de l'âge du bronze ancien. Ce sont des objets qui ont des points communs. Alors, elles sont relativement différentes, ces deux-là, mais on a le point commun de cette ligne, vous voyez, avec les points qu'on va retrouver ici. Plusieurs possibilités ont été avancées, des possibilités de marque commerciale, des possibilités de signature, des possibilités d'objets de fusion, comme si c'était des moules. Lorsqu'on vous a amené ces tablettes, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était des beaux objets, mais on ne savait pas du tout si c'était des objets préhistoriques. D'ailleurs, moi, je avais commencé par les mettre à l'écart, parce que ce sont des objets qui peuvent être du Moyen-Âge, qui peuvent être... C'était l'appréciation générale. Et ce n'est que plus tard, lorsque j'ai vu dans une autre collection, celle-ci, qui se présentait à l'envers, qui était pleine de terre, qu'alors là, oui, ça fait... Là, oui, ça fait très plaisir et on sait de quoi il retourne. Voilà, je me suis levé de la chaise. De la chaise. Ah, il est tombé de la chaise. Il y a une loi qui encadre la recherche. C'est une loi de 1989 qui dit « Nul ne peut utiliser du matériel de détection d'objets métalliques à l'effet de recherche de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ». Donc, c'est encadré quand même. C'est très encadré. Comment on... Allez-y, Pierre. Il n'y a pas qu'une loi, il y a beaucoup de textes et de réglementations même très particulières. De manière générale, lorsque vous ne pouvez utiliser ce matériel de détection qu'avec l'autorisation du propriétaire du terrain. Ça, c'est, j'allais dire, de manière générale. En matière d'archéologie ou de fouilles archéologiques, vous devez en plus demander une autorisation préalable, une autorisation administrative préalable qui vous est donnée ou pas par les services préfectoraux en particulier. Donc c'est soumis à autorisation. C'est soumis à autorisation. Je trouve un trésor je le trouve par hasard, donc, parce qu'on a le droit de creuser le sol ou pas, déjà, Pierre? Vous avez le droit. Sur son terrain, si vous êtes le propriétaire du terrain, oui. La propriété du terrain va aussi dans le sous-sol, on va dire. Donc si vous êtes le propriétaire, vous avez droit. Si par contre, de manière fortuite, vous découvrez des vestiges archéologiques, là, aussitôt, vous devez enclencher la règle d'autorisation administrative. Vous devez prévenir le maire de la commune concernée, qui lui-même
préviendra l'autorité préfectorale qui lui-même préviendra certainement les services d'archéologie compétents. Et auquel cas, on pourra prétendre être propriétaire. Mais propriétaire de quoi? Parce que si on trouve un trésor, c'est la valeur archéologique. Attention, il y a deux choses. La loi française, en fait, la notion de trésor, elle recouvre, je cite, toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par l'effet du pur hasard. Et lorsqu'on parle de trésor, on parle de biens meubles. C'est pas de l'immobilier, des ruines par destination. C'est un bien immeuble. Donc il ne s'agit pas là de trésor, d'accord? Ça, c'est une chose bien certaine. Alors, petite astuce, j'allais dire, si vous découvrez un trésor, quel qu'il soit, à l'aide d'un moyen de détection, il ne s'agit plus d'une découverte fortuite. Par conséquent, ça revient intégralement au propriétaire du terrain. Justement, si je trouve un trésor sur le GR20, c'est le parc régional qui en est propriétaire, Pierre? Parc régional, si le GR20... non, ça sera le propriétaire du terrain. Ça peut être la commune, ça peut être l'État, ça peut être un propriétaire privé, puisque les GR traversent aussi des propriétés privées. C'est essentiellement le propriétaire du terrain sur lequel est traversé par le sentier de randonnée. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on appelle celui qui va découvrir un trésor? On l'appelle l'inventeur. C'est celui qui va découvrir le trésor et en fait, il en sera propriétaire si effectivement le terrain est le sien. Par contre, s'il le découvre sur le terrain de quelqu'un d'autre, ce sera toujours l'inventeur, celui qui le trouve, mais la moitié finalement du trésor va revenir au propriétaire et l'autre moitié à l'inventeur. On garde quand même la moitié si on découvre le trésor, de manière fortuite, comme vous dites. De manière fortuite. Ça veut dire quoi de manière fortuite? Par hasard. Il ne faut pas que vous ayez dans l'intention, notre abbé par exemple, il n'a pas forcément découvert de manière fortuite puisqu'il avait une intention de le découvrir. Et par conséquent, normalement, sauf si le fond sur lequel il a découvert lui appartenait, autrement, ça revenait intégralement au propriétaire du fond. C'est bon, au 19e siècle, peut-être la règle était différente. Mais est-ce qu'on y a droit? Vous parlez des détectoristes. Est-ce qu'on y a droit? On les voit tous là sur la plage avec leurs détecteurs de métaux chaque année. On a le droit ou on n'a pas le droit de faire ça, Pierre? C'est très réglementé. Après autorisation du propriétaire du terrain. Sur la plage, en particulier, propriété d'État, domaine public et domanialité, c'est soumis à autorisation. Normalement, soumis à autorisation. Donc c'est-à-dire que tous ceux qu'on voit sur la plage avec leur... ils devraient présenter une autorisation de recherche. Et ensuite déclarer éventuellement en fonction de la nature de ce qu'il découvre. Il faut toujours déclarer. Quoi qu'on trouve, il faut toujours déclarer. Si c'est un site privé, Pierre l'a dit, l'accord du propriétaire. Ouais, ça. On peut pas. J'imagine. Et dites-moi, le trésor de lave, on l'a trouvé sous l'eau. Alors là, est-ce qu'il y a une jurisprudence spéciale pour l'eau ou pas? Il y a pas une jurisprudence, une réglementation spéciale pour tout ce qui est cours d'eau domaniaux, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à l'État en particulier. Les lacs, les cours d'eau en général et l'espace maritime, quoi qu'il arrive, c'est de la propriété de l'État. Excusez-moi, Célia, mais excusez-moi, comment savoir que ce qu'on a découvert a de la valeur, Pierre? De manière fortuite, bien sûr. Raison de plus de déclarer. En déclarant, monsieur, par exemple, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé des pièces d'or, je crois que ça a de la valeur. Après, c'est un principe de bonne foi. Si de bonne foi vous estimez que ça n'a pas de valeur, en principe, vous n'êtes pas soumis à condamnation. Alors des prospecteurs ou des fameux chercheurs de trésors, des détectoristes, il y en a de plus en plus. Il faut savoir 70 000, vous avez dit, en France. Oui, mais il y en a de plus en plus. Il faut savoir quand même que cette fameuse poêle à frire, elle coûte entre 500 et 1100 euros, ce qui est quand même une belle somme pour un jeu. Donc ces Indiana Jones du dimanche, il faut qu'ils fassent quand même attention. Pierre le disait, tout ce qui est cours d'eau, ce sont des endroits qu'ils affectionnent, les arbres aussi, les villages un peu abandonnés, puisqu'ils savent que ce sont dans ce type d'endroit, dans ce type d'emplacement, que finalement on va trouver le plus de trésors. Et une pièce, par exemple mérovingienne, ça se revend entre 2500 et 3000 euros. Ça a de la valeur. Combien on risque, Pierre, quand on n'a pas d'autorisation et qu'on va avec son détecteur Alors il y a plusieurs choses. Soit vous avez... son machin. Mais ça peut être tout simplement une qualification de vol, puisqu'on en revient au droit de la propriété normale. Et puis vous pouvez aussi, c'est le principe des sites archéologiques, vous pouvez au-delà de ce que vous pouvez tirer du site, vous pouvez le détériorer tout simplement. Ouais. Et là on rentre dans des infractions liées à la détérioration de biens publics ou de biens... Et on risque quoi alors? Des peines d'emprisonnement, peines d'amende qui sont assez conséquentes. 1500 euros l'amende pour l'utilisation d'un détecteur dans un lieu
non autorisés. Et sur les fouilles, c'est sur des fouilles archéologiques, on encourt 7 500 € d'amende. Ça, c'est l'absence d'autorisation Oui, du l'absence secteur. d'autorisation. Mais après, les conséquences que vous tirez, c'est celles que je viens de vous dire. Si je découvre un site archéologique sur mon terrain, il se passe quoi, Pierre? Tiens, ça c'est pas mal, ça comme question. Alors, parce qu'en plus, je crois savoir que sur une commune du côté de l'Altaroc, il y a ça en ce moment. On est en train de découvrir. Il y en a quelques-uns, effectivement. Alors, vous devez immédiatement le déclarer en mairie et le maire le déclarera aux services préfectoraux. Et puis, vous avez l'État a un droit de revendication, c'est-à-dire qu'il peut préempter en fonction de l'intérêt de ce que vous avez découvert et il peut, exploiter ou s'approprier le terrain. Ah, j'ai pas intérêt à le dire. Alors, si je découvre un site, si l'État vient me prendre mon terrain, qu'est-ce que j'y gagne, moi? Eh bien, vous pouvez être indemnisé en retour en fonction d'une expertise de la valeur de ce qui a été découvert et de l'éventuelle exploitation que vous pouvez tirer de ce terrain. Mais ça reste quand même, j'allais dire, minoré par rapport à ce que vous pourriez effectivement tirer en propre. Mais ça, c'est le patrimoine de l'humanité. D'accord. Donc, alors, il nous reste l'émission passe toujours super vite, hein, Célia, vous le savez, mais j'aimerais bien laisser la fin quand même à notre historien qui est là. Il reste un trésor au moins à trouver en Corse. Combien il en reste à trouver en Corse, d'après vous? Il y a une somme conséquente de trésors qui sont effectifs ou imaginaires, parce que bon, là aussi, hein, comme je disais tout à l'heure, on surfe entre vérité et légende. Le trésor de Rommel, par exemple. En revanche, le trésor de Rommel. Alors, la majorité des trésors en Corse sont attachés souvent culturellement au Moyen-Âge, mais en effet, les trésors qui suscitent le plus de passion actuellement au niveau au moins national, voire international, hein, ce qui dépasse bien les frontières de l'île, c'est en effet notamment le trésor de Rommel, dont on sait en tout cas qu'il y a une origine véridique, puisqu'il semble que certains officiers témoignaient en ce sens. Hein. Donc on a pillé notamment le trésor des familles juives installées à Tunis. Et du côté de 1943, donc au moment où la Corse d'ailleurs commence à se libérer, eh bien on va retrouver Rommel, alors dit-on du côté de Bastia, avec une immersion de ce fameux trésor dans la fuite. Et aujourd'hui, on le cherche. C'est au large de Bastia. On cherche encore. Est-ce qu'on a le droit de les chercher? Alors là, attention, quelques mots. Si on identifie les propriétaires de ces biens, ça doit leur être restitué ou à leurs descendants. Donc vous cherchez un peu pour rien. D'accord. Bon, ça passionne, hein, ça passionne tout le monde. On refera une autre émission sur le trésor de Rommel. Merci infiniment à tous les deux. Célia, rendez-vous demain. Demain, on va parler plutôt d'eau, tu vois. On va parler un petit peu. Le mat série, toujours la Corse mystérieuse. Rendez-vous demain, donc bon retour chez vous. On se retrouve dans 5 minutes. On continue d'être dans la Corse mystérieuse avec Diane qui va nous dire. Vous allez voir ce qu'elle va nous dire. C'est dans quelques minutes.